Salut les carabins, bienvenue sur LCA Dijon. La vidéo d'aujourd'hui porte sur quelque chose qui est un grand mystère pour vous depuis longtemps. Est-ce qu'ils doivent contenir 0? Est-ce qu'ils doivent contenir 1? Est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce qu'ils sont plus importants que la p-value? Et oui, aujourd'hui on va parler des intervalles de confiance. Oh yeah, what condition my condition was in. Un intervalle de confiance, c'est une fourchette dans laquelle la vraie valeur du paramètre estimé a de grandes chances de se trouver. Prenons l'exemple de la CRP quand on a une pneumopathie infectieuse. Vous faites une moyenne de CRP chez tous les patients qui sont vus dans un service donné pendant un mois, vous allez tomber sur une moyenne de 80 mg par litre, et en fonction de l'hétérogénéité de vos patients, vous vous demandez si ce chiffre pourrait vous donner une idée de ce qui se passe dans l'ensemble des hôpitaux français. Vous allez calculer l'intervalle de confiance, connaissant la distribution de la CRP, qui est à peu près en forme de courbe de Gauss. Vous allez déterminer des bornes dans lesquelles la vraie valeur de la CRP, quand on a une infection pulmonaire dans la population cible, a 95% de chances de se trouver. Vous allez calculer ces bornes qui vont être de 40 à 120, et vous savez donc que la vraie valeur de la CRP a 95% de chances de se trouver entre 40 et 120. La vraie valeur, on entend par vraie valeur la valeur dans la population cible. Une des utilisations très importantes des intervalles de confiance, c'est de pouvoir comparer l'estimateur qu'on obtient à une valeur de référence. Et bien sûr, cette valeur de référence, elle va dépendre de ce qui va définir la significativité de l'estimateur. Je vais donc vous présenter un exemple. Un article qui avait étudié le taux de réhospitalisation en fonction de l'exposition des patients à un changement d'interne ou à un changement de résident. Et les auteurs avaient conclu que ces périodes de transition étaient à risque et donc étaient liées à une plus forte mortalité, et en l'occurrence à un plus fort taux de réadmission. Je vous ai présenté ici un des tableaux principaux de cette étude, et vous avez ici le risque d'être réhospitalisé précocement si on a été exposé à un changement d'interne, à un changement de résident ou à un changement d'interne et de résident par rapport aux patients qui n'ont pas été exposés à ce type de changement d'équipe médicale. J'attire votre attention sur cette première colonne, la différence de risque. Vous avez ici le taux de réhospitalisés parmi les patients qui sont exposés à une transition et parmi ceux qui ne le sont pas. Et vous avez ici un item intitulé « Risque, différence » et intervalle de confiance à 95%. Qu'est-ce que c'est que cette différence de risque? C'est la différence entre le taux de patients réhospitalisés parmi les patients soumis à la transition, moins les contrôles. Ici, en d'autres termes, les exposés et les non exposés. Et donc ce que les auteurs appellent ici risque différence, c'est bien une différence de risque absolue. C'est donc une différence en points de pourcentage. On a envie de savoir si, avec un niveau de confiance suffisant, on peut dire que cette différence de risque, on a une chance qu'elle soit significative. Et qu'est-ce que ça veut dire significatif pour une différence de risque absolue? Ça veut dire qu'il faut que la différence de taux de réhospitalisation entre les deux groupes soit différente de 0. Pour ce cas précis, je vais observer mon taux de réhospitalisation quand on est exposé à la transition des internes, et il est observé dans cette étude à 1,7% de différence, c'est-à-dire que parmi les patients qui ont été exposés à une transition, il y a 1,7 points de pourcentage en plus que chez les patients qui ne l'ont pas été. Cette différence de risque, elle a 95% de chance d'être entre 1,1 et 2,3 dans la population cible. Peut-on raisonnablement admettre que cette différence est différente de 0? Eh bien oui, on peut, puisque vous voyez que 0 n'est pas inclus dans cette borne de confiance. La différence réelle de taux de réadmission entre les deux groupes a 95% de chance d'être différente de 0. 2,5% de chance d'être inférieur à 1,1, 2,5% de chance d'être supérieur à 2,3. Différence absolue significative si son intervalle de confiance à 95% exclut la valeur 0. Dans ce tableau, on avait également des odds ratios. L'odds ratio n'est pas à proprement parler un risque relatif, même si par abus de langage on les interprète souvent de la même manière, mais c'est une manière d'approcher le risque relatif. Qu'est-ce que c'est que le risque relatif? Eh bien, c'est le risque chez les exposés divisé par le risque chez les non exposés. En d'autres termes, quand on est exposé à la transition, le risque est multiplié par, ici, 1,08, 1,07 ou 1,13, c'est-à-dire augmenté de 8%,
augmenter de 7%, augmenter de 13%. On fait l'approximation que l'odds ratio dans cette étude est un très bon estimateur de risque relatif. Donc la question c'est, est-ce que je peux raisonnablement penser que ce risque relatif, cet odds ratio, il est significatif? Donc un risque relatif qui correspond à une augmentation nulle du risque, c'est un risque relatif à 1, puisque lorsque le risque est multiplié par 1, évidemment le risque reste inchangé chez les exposés. Donc je vais chercher à regarder si mon intervalle de confiance inclut ou non la valeur 1. Vous voyez ici, dans ce premier cas, l'intervalle de confiance est significatif, ici il l'est aussi, et ici l'intervalle de confiance n'est pas significatif. Puis-je raisonnablement exclure que l'intervalle de confiance puisse prendre la valeur 1? Eh bien non, parce que la vraie valeur a 95% de chance de se trouver entre 0,97 et 1,32, et donc dans cet intervalle, il y a la valeur 1. Il y a 2,5% de chance que la transition soit protecteur avec un odds ratio qui soit plus bas que 0,97, et il y a 2,5% de chance que ce soit en revanche un facteur de risque plus important que 1,32. En résumé, pour les risques relatifs ou les estimateurs de risques relatifs, eh bien l'intervalle de confiance doit être comparé à la valeur 1. Il y a quelques autres messages que vous devez entendre sur les intervalles de confiance. Donc le premier, c'est que les intervalles de confiance, c'est très utile pour comparer un estimateur à une valeur fixe. Par exemple, 1 pour un hazard ratio ou un odds ratio ou un risque relatif, par exemple 0 pour une différence de moyenne, par exemple 0,5 pour une sensibilité ou une spécificité ou toute autre valeur. En revanche, ce sont des outils beaucoup moins utiles pour comparer deux paramètres estimés entre eux. Et c'est très difficile de conclure à la significativité à partir des intervalles de confiance. Pragmatiquement, retenez que si les intervalles de confiance de deux estimateurs sont disjoints, il est probable que les deux quantités soient significativement différentes. En revanche, quand ils se chevauchent, on ne peut pas en dire grand-chose. D'une manière générale, dans cette situation, il vaut mieux s'en remettre à un test statistique, pour par exemple une moyenne de diminution de traitement chez des gens qui ont un traitement A ou chez des gens qui ont un traitement B. S'il arrive que vous ayez, pour répondre à une même question, un intervalle de confiance et un test, par exemple un hazard ratio et son intervalle de confiance et un test de significativité, eh bien, dans le cas d'un QCM, c'est le test qui l'emporte, si bien sûr le test est celui qui correspond à ce risque relatif, à ce hazard ratio-là. En général, il n'y a pas de discordance, mais ça peut arriver à la marge sur une limite supérieure d'intervalle de confiance à 0,99 ou à 1,01, avec un petit p qui pourrait être soit à 0,04, soit à 0,06. Dans cette situation, c'est le petit p qui doit être votre juge de paix. Voilà, je souhaitais pas faire une vidéo beaucoup plus longue, j'espère que ça aura clarifié cette histoire du 0 ou du 1 pour l'intervalle de confiance. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à très bientôt.